Europe Matin. Thierry Dagiral. À la une de l'actualité ce matin, la main de l'homme est-elle responsable des méga-feux qui ravagent les forêts françaises? Piste criminelle privilégiée en Ardèche, dans l'Hérault. Un suspect est passé aux aveux, c'est un pompier volontaire et élu de son village. Il est en prison ce matin. Dans ce journal, on posera la question de la motivation des pyromanes, les explications d'un psychologue expert auprès des tribunaux. Premier grand chassé-croisé de l'été, journée rouge sur les routes aujourd'hui, ce sera noir demain. Il y aura également beaucoup de monde dans les gares. Les réservations SNCF ont été prises d'assaut. Dans ce journal, l'inquiétude des agriculteurs face à la sécheresse. Et puis, plus d'un Français sur 7 ne sait pas nager. À Marseille, c'est pire. La proportion représente un enfant sur 2. Une association marseillaise propose ainsi à 150 jeunes des quartiers d'apprendre à nager. Reportage dans ce journal. Dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, 6h15, le journal des sports de Johan Tritz. 6h20, l'innovation d'Anissé Mbida. Et puis à 6h23, la partition d'Omblin Roche. Ce matin, le duo Milli Vanilli. Europe 1. Europe Matin, première édition présentée par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. La lutte contre les incendies passera aussi par un combat contre ceux qui mettent le feu volontairement. En Ardèche, le préfet annonce déposer plainte après les feux qui ont ravagé 1200 hectares. Un suspect est passé aux aveux. Peu d'éléments sur son profil à ce stade de l'enquête. On en sait un peu plus en revanche sur l'homme interpellé dans l'Hérault. S'il n'est pas impliqué dans le feu qui a détruit 800 hectares à Gignac, il reconnaît avoir allumé plusieurs incendies dans le département ces dernières semaines. Il a été mis en examen et incarcéré, Frédéric Michel. Oui, cet homme de 37 ans, jusqu'ici sans histoire, bien intégré dans son village dont il est élu municipal. Cet homme vient de passer sa première nuit en prison. Devant les gendarmes en garde à vue, il a expliqué déclencher des feux pour faire intervenir les pompiers. Lui-même est pompier volontaire et sa profession à l'année, cela peut surprendre, c'est sapeur forestier. Son métier, c'est donc de défendre, d'entretenir la forêt. En garde à vue, il a expliqué que mettre le feu lui procurait de l'excitation, de l'adrénaline, mais il dit aussi que cela le sort d'un cadre familial oppressant. Le procureur de la République évoque un individu en quête de reconnaissance sociale. Il a avoué être à l'origine d'au moins 6 départs de feu cet été, de plusieurs ces 3 dernières années autour de sa commune Saint-Jean de la Blaquière. L'enquête devra déterminer le nombre exact. À chaque fois, il utilisait son briquet et restait à proximité pour regarder. Il encourt 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. Frédéric Michel. Un besoin de reconnaissance sociale, c'est ce que dit ce suspect interpellé dans l'Hérault. Un psychologue précise le profil de ces pyromanes. Michael Morlet-Rivoli est expert auprès des tribunaux. Il a entendu plusieurs pyromanes et si leurs motivations peuvent tracer des points communs, les profils de ces criminels sont souvent très différents. Dresser un portrait robot s'avère très compliqué. On va avoir chez le pyromane une recherche vraiment d'excitation, d'accomplissement d'un désir qui va se traduire par la destruction d'un bien à travers le feu. Donc on est vraiment dans un allumage qui est délibéré, qui est réfléchi d'incendie. C'est qu'il y a un plaisir, il y a une gratification. Il n'y a pas de profil type chez le pyromane. On va avoir des catégories sociales, des catégories économiques, des catégories professionnelles très variées. Ce que l'on sait, c'est que le trouble de la personnalité est la comorbidité numéro 1 chez les individus qui sont reconnus comme coupables ou qui sont poursuivis pour des actes de pyromanie. C'est des gens qui ont un rapport à la loi qui est extrêmement restreint, qui ont une certaine intolérance à la frustration, qui ne sont pas concernés par les conséquences de leurs actes et qui sont souvent dans des dynamiques comportementales assez impulsives. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas réfléchi. Et on va être dans un passage à l'acte qui va être soudain et qui va être assez intense. Michael Morlet-Rivoli, psychologue et expert auprès des tribunaux, joint au téléphone par Nina Droff. Nous sommes le 29 juillet, premier grand chassé-croisé de l'été. Il y aura du monde sur la route et dans les gares. Les vacanciers de juillet rentrent, ceux qui ont choisi le mois d'août partent. Ça fait effectivement beaucoup de monde. Journée classée rouge sur les routes aujourd'hui dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Demain, ce sera carrément noir. Ceux qui préfèrent le train ne seront pas tout seuls non plus. 400 000 voyageurs attendus dans les gares aujourd'hui. 1 million sur l'ensemble du week-end. Un défi logistique pour Jean-Stéphane Monet, directeur des opérations TGV à la SNCF. On aura plus de 400 000 voyageurs qui emprunteront les lignes de la SNCF. C'est le jour où nous emportons le plus de monde de toute l'année. Pour pouvoir réaliser ça, ce qui est quand même une forme d'exploit, eh bien, on se doit effectivement de multiplier les rames qui sont vers les destinations les plus courues, qui sont assez classiques, la Méditerranée, le Sud-Ouest, l'Atlantique, la Bretagne. Ça fait plus de 3 mois que la SNCF se prépare pour ce grand chassé-croisé. La première chose qu'on a faite, c'est évidemment de proposer des places. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de trains disponibles.
tous nos trains disponibles à la vente. Et c'est ce que nous avons ce week-end avec plus de 800 trains. Aucun train n'est en atelier de maintenance, ils sont tous sur le pont et donc davantage de places disponibles. C'est un peu plus que les grands chassés croisés que nous avons connus et ça sera plus qu'en 2019. Jean-Stéphane Monet, directeur des opérations TGV à la SNCF, au micro d'Aurélien Fleureau. Alors des vacances sous le soleil et donc sans pluie, ça fait le bonheur bien sûr des uns, mais cela inquiète beaucoup les agriculteurs. 91 départements sur 96 en alerte sécheresse. Juillet sera sans doute le mois le plus sec depuis 1959 selon Météo France. Une catastrophe pour les agriculteurs et la promesse de récolte moins abondante et donc de flambée des prix déjà dopés par l'inflation et la guerre en Ukraine. La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, sonne l'alarme. L'hiver a été très sec, le printemps a été très chaud et là le nombre de jours à température caniculaire est en train de finir de tuer les prairies. Le maïs a affecté beaucoup la vigne avec des coups de chalumeau sur les grappes de raisin et sur les feuilles, sur les fruits. Bref, beaucoup de difficultés. Le risque, c'est une grosse perte pour les agriculteurs. Le risque aussi, c'est que ça s'ajoute aux événements Ukraine qui, eux, nous impactent avec des hausses des prix des engrais, du carburant, de l'énergie, du gaz. L'appel que je lance aux consommateurs, c'est vraiment un geste de solidarité. Qu'ils choisissent les fruits français, les produits français, les viandes françaises pour venir en soutien aux agriculteurs. Patriotisme alimentaire. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Un geste pour les plus modestes. La patronne d'Engie, Catherine McGregor, annonce une remise de 100 € en moyenne à ses 880 000 clients qui bénéficient du chèque énergie distribué par l'État. Cette remise sera effective en novembre prochain. Europe 1, 6h06, près de 4 mois après l'assassinat d'Yvan Colonna, Matignon sanctionne 2 agents de la prison d'Arles. L'ex-directrice de la prison et un surveillant sont visés par une procédure disciplinaire. La première ministre Elisabeth Borne a décidé de suivre à la lettre les recommandations de l'inspection générale de la justice. L'IGJ avait été saisie du dossier en mars dernier après la violente agression dont a été victime l'indépendantiste corse. Direction Marseille à présent avec cette initiative d'une association pour apprendre aux jeunes Marseillais à nager. Un jeune Marseillais sur 2 ne sait pas nager. Constat étonnant qui illustre un phénomène de plus en plus répandu. Un Français sur 7 ne sait pas nager. Statistique à relier au manque de maîtres nageurs et à la raréfaction des piscines municipales. L'association Marseille Capitale de la Mer lance donc l'opération Un pas vers la mer. 150 enfants issus des quartiers populaires vont pouvoir apprendre à nager au sein du prestigieux cercle des nageurs de Marseille. Reportage d'Ina Pavant. Allez hop! Ils ont entre 6 et 14 ans et font leur première brasse dans un bassin de champions. Moi j'avais un peu peur de l'eau, de me noyer, mais pendant une semaine j'ai réussi à nager. Donc là maintenant vous savez nager, vous êtes au top. Oui, très bien. Camélia, 13 ans, est encore plus à l'aise dans l'eau grâce à ses cours. Elle reçoit aujourd'hui son brevet de natation. Franchement c'est super. Et on a appris de nouvelles nages. Alors j'ai appris la nage du papillon et améliorer mon souffle aussi parce que j'avais un peu un problème de souffle dans l'eau. Patrick Fancello, président de l'association Marseille Capitale de la Mer, amener ses enfants au cercle des nageurs, c'est leur donner le goût de la natation et surtout pallier le manque de piscine à Marseille. Ces gamins ont vraiment envie, on le remarque parce que des fois j'en vois des petits qui arrivent au prix d'effort à faire juste 3-4 mètres et ils me regardent avec des yeux et me disent je me régale. Pour eux c'est vraiment un bonheur, une joie. Donc cet accès à l'eau, à la piscine, c'est vraiment primordial, il faut accentuer ça. Et pour leur donner leur diplôme aujourd'hui, nul autre que la vice-championne du monde du 100 mètres papillon, Marie Vatel, venue partager avec eux le bassin olympique. Marseille, Nina Pavant, Europe 1. L'actualité à l'étranger à présent nous emmène vers la conquête spatiale d'un nouveau genre. La Chine veut y produire de l'électricité. Oui, Pékin veut mettre au point des centrales solaires en orbite. L'idée n'est pas vraiment nouvelle. Aux États-Unis, la NASA y réfléchit depuis les années 70. Mais la Chine semble avoir franchi une étape importante. Explication Laure d'Autriche. Les panneaux solaires seront installés sur des satellites à 36 000 km d'altitude de la Terre où le soleil brille en permanence. Les scientifiques chinois ont réussi récemment à transmettre de l'énergie sans fil sur 50 mètres en utilisant des micro-ondes. Une première étape, il faudra utiliser ces ondes pour récupérer l'énergie produite dans l'espace via une immense antenne sur Terre, explique Jean-François Guillemol, chercheur au CNRS et directeur de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France. Suivant leur fréquence, les ondes traversent l'atmosphère. La technologie micro-ondes, c'est un peu la technologie qu'on a dans les fours micro-ondes, sauf qu'il y a des gammes de longueur d'onde, de fréquences qui sont très différentes. Mettre en orbite des champs photovoltaïques, on sait faire, il y en a. Alors on n'a pas mis de cette ampleur-là, mais c'est pas un problème technologique, c'est un problème de coût. Ce qu'on ne maîtrise pas bien aujourd'hui, c'est le transfert d'énergie par des faisceaux de micro-ondes. Pour la Chine, l'intérêt est aussi géopolitique. Le pays a d'énormes besoins en énergie et dans sa course pour devenir une puissance spatiale,
mondial. Il veut multiplier les percées technologiques. Lors d'Autriche, spécialiste des questions liées à l'espace à Europe 1. En attendant, il faut bien sûr économiser l'énergie. La France peaufine son plan visant à économiser l'énergie. Les grandes rencontres sportives organisées en soirée n'échappent pas à la règle. Ce n'est pour l'instant qu'une piste parmi d'autres, mais l'idée, c'est vrai, est en train de faire son chemin au ministère des Sports. Mettre fin aux matchs de football ou de handball le soir permettrait de faire quelques économies. La ministre Amélie Oudéa-Castéra compte bien mettre le sport professionnel à contribution, Cyril de la Morinerie. Oui, pour faire des économies d'énergie, l'une des pistes serait de proscrire les matchs organisés en soirée, car un match le soir en période hivernale, c'est du chauffage dans les vestiaires et les zones invitées, mais aussi un éclairage puissant pour éclairer la pelouse. Tout cela est très énergivore. Auditionnée par le Sénat, la ministre Amélie Oudéa-Castéra souhaite que toutes les pistes permettant de réduire la consommation d'énergie soient étudiées. Cette transition bas carbone, d'arriver à avoir un engagement dans la durée et essayer d'apporter, nous, le monde du sport, toute notre contribution. Du côté des clubs de football, on est ouvert à la discussion. Le président d'Amiens, qui évolue en Ligue 2, Bernard Joannin. Je ne vous dis pas que je suis fanat, mais ça mérite qu'il y ait une réflexion qui s'organise. Mais il faut mettre des chiffres en face. Mais décaler l'ensemble des matchs de football en journée, ce n'est pas simple. Il faudrait modifier le contrat avec les diffuseurs, très heureux de proposer des matchs en prime time, bien plus rémunérateurs. D'ailleurs, l'un d'eux, Amazon, contacté par Europe 1, n'a pas souhaité répondre à nos questions. En attendant, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, souhaite organiser une table ronde à la rentrée avec l'ensemble des acteurs du sport. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Et c'était le journal de Christophe Lamar. À tout à l'heure, Christophe.